Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. C'est une œuvre d'art emblématique du Larvoto. La fontaine L'Artigue a retrouvé son emplacement initial, entièrement rénovée. Elle a repris vie hier soir. Reportage à suivre dans quelques instants. Nous nous intéresserons ensuite au Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Le 15e du nom vient de se réunir pour présenter ses projets. Nous les découvrirons et nous en parlerons avec la présidente du CESE, Caroline Rouguignon-Vernin. Qui seront les sportifs présents le 5 juin prochain au Riviera Waterbike Challenge? Nous répondrons à cette question dans ce journal puisque le tirage au sort des équipes a été effectué hier soir. Journée portes ouvertes à l'AMAPI, l'occasion pour nous de faire un coup de projecteur sur l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée. Son président Jean-François Calme sera avec nous pour en parler. Connaissez-vous les tide pools? Il s'agit de récifs d'enrochement installés à fleur d'eau. À quoi servent-ils? Élément de réponse dans ce journal. Et puis cette période du mois de mai et de juin est souvent synonyme d'examen. Nous avons suivi celui de l'Académie de danse Princesse Grace. Je vous le disais en titre, après 3 années de travaux, la fontaine de Guy L'Artigue a retrouvé sa place au Larvoto. Elle a été inaugurée hier soir en présence du souverain et du fils de l'artiste Brice L'Artigue, qui était en charge de la restauration. Le reportage de Christine Datomel. Démontée en 2019 lors de la réfection du Larvoto, un demi-siècle après son installation, la fontaine symbolique du quartier a été repositionnée à son emplacement initial au bout de la promenade. Conçue en 1969 par Guy L'Artigue à la demande du prince Régnier III et de la princesse Grace, l'œuvre monumentale a été intégralement rénovée pièce par pièce. Un retour aux sources qui aura nécessité 3 années de travaux. Après avoir donné vie à plus de 80 œuvres, la fontaine du Larvoto est considérée comme le joyau de la famille L'Artigue. Mon papa m'a dit je ne suis pas éternel, je vais y aller, et en plein chantier, avec tout ce qu'il m'avait dit d'elle, hommage à la princesse Grace, voilà, il faut que tu gères. Et puis de toute façon, je t'ai tout appris, donc voilà, il n'y aura pas de problème. C'était pas évident de perdre son père pendant le chantier, et ça a été très important d'avoir des gens solides autour de moi pour réussir à réaliser cette sculpture. Quand tu as une tôle de cuivre qui a 50 ans d'histoire, tu ne peux être que ému. La signature qui est sur le côté, elle est gravée du poignet de mon père. Elle prend 3 tôles. Guy L'Artigue, voilà, 70. C'est toute une page d'histoire que tu tiens dans les mains, que je n'ai pas connue et qui représente tellement de souvenirs pour les habitants de ce pays extraordinaire. Des histoires d'amour qui se sont créées ici. C'est un point de rendez-vous ultime. Voilà, dans une ville, il y a besoin d'un point de rendez-vous. Celui-ci était parfait. On a pris le parti pris du turquoise parce que déjà ça se marie bien avec le blanc de la pierre. Et puis la mer envoie de toute façon l'oxydation en turquoise. Quand vous vous promenez de nuit avec les projecteurs et l'eau, c'est magique, même votre esprit en rêve pendant plusieurs jours. Moi j'étais j'en suis bluffé, c'est la création de mon papa, mais je suis très fier, vraiment très fier d'avoir participé à ce projet. C'est dans une ambiance chargée d'émotions que la fontaine a ressuscité. Un moment magique pour les personnes qui ont eu la chance d'assister à ce spectacle. Guy L'Artigue lui avait donné vie à l'âge de 42 ans. Et hasard de la vie, c'est au même âge que son fils a repris le flambeau en lui donnant une nouvelle jeunesse. La fontaine du Larvoto, comme la nomment affectueusement les Monégasques, se prépare de nouveau à abriter les premiers baisers, les confidences, les rires et même les pleurs. Mais promis, elle ne dévoilera. La fontaine L'Artigue qui reprend vie donc sur la place Joséphine Baker. Un mot à présent sur le Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Les lycéens qui ont participé cette année viennent d'exposer leurs projets. Avant de revenir plus en détail sur ce 15e CESE des jeunes, avec Caroline Rouguignon-Vernin, je vous propose de découvrir les différents projets présentés dans ce reportage signé Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. Concentrés, motivés, consciencieux, les adjectifs ne manquent pas pour décrire ces lycéens. Il faut dire qu'ils ont travaillé sur leurs projets afin de les présenter de manière dynamique et complète. Ces jeunes étaient répartis en 4 groupes qui se sont succédés tout au long de l'après-midi. Je pense que c'est un moment important
On est à un âge où on commence vraiment à avoir un petit peu un contact avec ce genre d'institutions, de rassemblements. Ça me paraissait important de pouvoir contribuer à ça et j'étais ravie de le faire. De notre côté, on s'oriente sur la partie environnementale du Conseil économique, social et environnemental. En fait, on va donc proposer un pack label engagé pour les commerces afin qu'ils soient donc plus engagés dans la mission de transition énergétique qui est proposée en principauté. Notre but, c'est de promouvoir le vélo, les déplacements en vélo à travers un grand prix de vélo sur le circuit du Grand Prix de Monaco. Au moment justement de cet événement, donc le but ce serait de réunir des pilotes, peut-être des personnalités pour promouvoir au maximum les déplacements en vélo. Plusieurs étapes ont rythmé la préparation de chacun des projets, comme des rencontres avec des professionnels de différents secteurs. Les lycéens ont pu aussi compter sur l'appui de leurs professeurs et du Conseil économique et social et environnemental. On a décidé de mettre en place un job dating et on va faire un job dating physique et numérique. Et on a travaillé dessus, on a fait le site internet. C'est pour aider les jeunes de la Principauté et les entreprises de la Principauté de Monaco à être en lien plus facilement. Ça aide les entreprises à trouver plus d'employés en plus grande masse, c'est plus sécure. Ils trouvent des personnes qui sont vraiment intéressées, qui recherchent et c'est un coût moindre. Il y a vraiment ça, c'est que du positif. Autre projet présenté, celui de dalles électriques qui permettrait sur un événement comme la No Finish Line de produire de l'énergie grâce aux pas effectués. Quel que soit le thème choisi par ces lycéens, tous avaient à cœur d'apporter et de porter une idée pour améliorer le quotidien. Et nous accueillons à présent la présidente du Conseil économique, social et environnemental qui est avec nous ce soir. Bonsoir Caroline Rouguignon-Vernin. Bonsoir. Nous venons de découvrir les projets présentés par les lycéens lors de ce 15e CESE des jeunes. Ils ont été soumis à un vote. Quel est le résultat de ce suffrage ? Les 4 projets de vœux étaient excellents et donc ils ont tous été votés par leurs pairs en fait. Ils portent tous sur un domaine différent à chaque fois. On le voit, l'environnement, le numérique. Cela vous a séduit ? Alors, les 4 m'ont vraiment séduit. Ils étaient extrêmement bien construits, bien présentés, autant sur la forme que sur le fond. Et effectivement, comme vous venez de le dire, les thèmes majeurs qui ont été développés, c'est en lien avec les grandes politiques de notre gouvernement actuellement, c'est-à-dire la transition numérique et la transition environnementale. Ce qui tombe très, très bien et j'en suis très heureuse parce que c'est également les grands thèmes que nous essayons de développer, nous, dans notre conseil économique des seniors. Et quelle est la suite maintenant pour ces projets ? Ils vont être présentés au CESE, c'est ça ? Alors, ces projets, donc, ils ont suivi à peu près le même processus que nos vœux à nous. C'est-à-dire que tous ces jeunes que vous avez vus, ils étaient 28 des 3 écoles de la Principauté, du lycée Albert Ier, de FANB et du lycée technique et hôtelier de Monaco. Ils sont tous venus à une séance d'installation, comme on a pour les grands, les adultes, et où on leur a expliqué comment ça allait se dérouler. Ils ont travaillé pendant toute l'année, aidés et entourés par leurs professeurs, par divers partenaires publics et privés de la Principauté, que je tiens à remercier chaleureusement, parce que sans eux, on ne pourrait pas avoir des vœux aussi bien construits. Les membres, quelques membres du Conseil économique également et de secrétariat les ont entourés. Et le résultat est magnifique. C'est vraiment un résultat de professionnel. Donc, je suis très heureuse du résultat de ces 4 vœux. Et maintenant, ils vont être validés ou non par le CESE, c'est ça ? Alors, dans la mesure où ils ont été votés par le CESE des jeunes, ils seront annexés à nos travaux. Donc, il y aura nos travaux à nous et on transmettra à nos autorités les 4 vœux qui ont été votés hier par tous ces jeunes. Est-ce que l'implication de ces lycéens vous étonne aujourd'hui ? Je dois avouer que je suis je suis étonnée en fait. Ils font un travail remarquable, un travail digne de professionnels, vraiment. 15e CESE des jeunes déjà, certains projets ont été retenus par les autorités nationales. Quel regard portez-vous sur les 15 années écoulées ? Alors, un regard très, très positif, en fait. C'est très enrichissant aussi bien pour les jeunes que pour nous. Et on se rend compte que les projets de vœux, les vœux qu'ils émettent, sont très souvent mis en application. En fait, c'est des vœux, ils ont des idées novatrices, ils les ont avant tout le monde et ils sont plus jeunes que nous. Et il y a par exemple, alors celui-là n'est pas en application, mais il est en réflexion et en train d'avancer, c'est les navettes maritimes.
Il y a eu récemment l'allègement du poids des cartables avec les manuels numériques. Donc ça, c'est en application aussi avec notre transition énergétique. Notre transition numérique, ils n'ont plus de livres dans leur cartable. Tout est numérique. On le précise, Caroline Rouguignon-Vernin, le parrain de ce 15e CESE des jeunes était Frédéric Ginta. Hein. Oui, c'était Frédéric Ginta et nous étions très heureux de l'avoir parce que avec les jeunes, avoir un jeune comme Frédéric qui est en plein dans l'attractivité, dans le numérique, avec les sujets qu'aiment les jeunes et qu'ils développent, c'était vraiment fantastique. Oui, finalement, c'est la vision de cette génération sur la société actuelle. C'est important d'entendre leur voix. C'est très important parce que c'est le monde dans lequel ils vivront demain. Donc ils se rendent compte qu'ils peuvent influer en fait sur le futur monde, sur leur monde. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Rouguignon-Vernin, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ce 15e CESE des jeunes. Je vous remercie. On ouvre un point sport avec vous, Yannick Debever. Bonsoir. Après avoir eu le soutien des supporters hier lors de la séance d'entraînement ouverte au public, l'AS Monaco est concentré sur le match le plus important, le dernier de la saison, Yannick. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. C'est un match que l'on pourrait appeler finale pour la Ligue des Champions. Une finale à distance avec l'Olympique de Marseille. Les Rouges et Blancs sont à égalité de points avec les Phocéens mais disposent d'un avantage au goal average. Il faudra donc une victoire face au Racing Club de Lens pour assurer la deuxième place qualificative pour la Champions League la saison prochaine. On écoute Philippe Clément avant le match. C'est important pour nous de jouer ce match, commencer le match mais aussi jouer ce match pour gagner. Parce que quand tu commences à penser trop, à regarder trop les autres, c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est déjà un grand match, un match dangereux contre une équipe qui, les derniers 7 matchs, ils ont gagné 5 fois et seulement 2 matchs nuls contre Paris Saint-Germain et Nantes. Oui, je pense, pour le moment, les derniers, cette semaine, c'est les deux meilleures équipes en France. C'est une finale importante pour les deux. Et aussi 2 équipes avec un style offensif. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour tous les spectateurs. A noter que le président de l'ASM, Dimitri Ribolovlev, est venu encourager ses joueurs ce matin avant ce match décisif. Coup d'envoi du tout dernier combat de la saison dans le très chaud Bollaert de l'Hélice ce samedi, 21h. Oui, un match que vous pourrez suivre également sur écran géant au Stade Louis II. Et à noter que Wissam Ben Yedder et Aurélien Tchouameni ont été appelés en équipe de France par Didier Deschamps pour les 4 prochaines rencontres de Ligue des Nations. Passons au basket. Un joueur de la Roca Team a été distingué hier par la LNB, Yannick. Grâce à sa polyvalence précieuse, Alpha Diallo a été élu dans le meilleur 5 de la saison en championnat de France. Une récompense méritée pour l'ailier monégasque qui avait aussi été nommé pour le titre de meilleur défenseur de l'année, finalement décerné au Parisien Kamagaté. Alpha Diallo, cette saison, c'est une moyenne de 11 points, 5 rebonds, 2 passes et 14 d'évaluation en 24 matchs disputés. Et puis pour finir ce point, les championnats d'Europe de croupier ont rendu leur verdict. Le meilleur croupier d'Europe est suisse. Il s'agit de Christopher Bou. Les représentants monégasques ont également très bien figuré puisque Noémie Serra et Christopher Subtil Conceição ont chacun remporté une épreuve technique. Au classement final, les croupiers du Casino de Monte-Carlo ont terminé 4e et 6e sous les yeux du prince Albert II. Merci Yannick. La Fondation Princesse Charlène organisait mercredi soir au Yacht Club de Monaco le traditionnel tirage au sort du Riviera Waterbike Challenge. À un peu plus de 2 semaines de la compétition, les sportifs et personnalités se sont vus attribuer leur équipe. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal ont assisté au tirage au sort et reviennent sur cet événement sportif, mais surtout caritatif. Ce sera lui la vedette de ce Riviera Waterbike Challenge le 5 juin prochain. Ce vélo aquatique va donner du fil à retordre aux sportifs et personnalités inscrits pour la compétition. De Victoria Silvstedt en passant par le rugbyman Dan Luger ou encore le pilote Mika Häkkinen. Ils ont tous commencé leur entraînement pour être au meilleur de leur forme le jour J, puisqu'il s'agit là d'un défi de taille réalisé en relais 25 km de course.
C'est comme un vélo qui flotte en fait, et on pédale et on a un gouvernail et on se dirige. Donc là ce sera une course où il va y avoir des bouées et ce sera un circuit d'1 kilomètre à faire plusieurs fois. Ça demande un tout petit peu d'endurance quand même parce que la boucle elle fait 1 kilomètre et il va falloir en faire 5, donc un petit peu d'endurance. Et puis après c'est surtout se servir de l'eau pour essayer de surfer un petit peu parce que c'est sur des flotteurs. Donc voilà, après c'est surtout se faire plaisir et s'amuser. Tout comme Kevin Crovetto, certains d'entre eux sont des habitués du challenge et y ont déjà participé lors de la dernière édition en 2018. La skieuse Pernia Wiberg se retrouvera dans l'équipe de Sofiane Boukichou. En tant qu'habituée de l'événement, elle lui donne déjà quelques conseils. Il ne faut pas faire trop pédaler au début parce que je pense que ça fait 2 tours. Il faut faire chacun, juste trouver le rythme, le bon rythme, ça c'est important. Qui va commencer? Parce qu'il y a un qui va commencer et il y a un qui va finir. Ça, il faut d'abord on va d'abord voir, mais je pense qu'on va faire honneur aux dames parce que je pense qu'elles sont meilleures que nous à ce niveau. Ah, voilà. non. Mais c'est vrai que l'optique, personnellement, et je pense qu'on a discuté aussi avec Lisa, notre membre de l'équipe, on est là pour gagner. Hein. On va tout donner. Hein. Toujours, on est des athlètes. Hein. Ils sont tous là pour gagner. Rappelons le principe de ce challenge. 18 équipes de 5 membres vont concourir dans la baie de Monaco en relais sur un vélo aquatique afin de lever des fonds pour les projets de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et notamment la prévention de la noyade. Et pour encourager l'ensemble des équipes engagées dans ce Riviera Waterbike Challenge, rendez-vous le 5 juin prochain au niveau de la digue Régnier 3. À ma pays, derrière ces 6 lettres se cache une association qui œuvre pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée. Depuis sa création, elle ne cesse d'accroître ses activités pour le plus grand bonheur de ses bénéficiaires. Ils viennent justement d'organiser une journée portes ouvertes dans leurs locaux. Le président de l'AMAPI nous y attend. Bonsoir Jean-François Calme. Oui, bonsoir. Quel est l'esprit tout d'abord de l'AMAPI, cette association créée par vos parents il y a près de 55 ans maintenant? Ben écoutez, l'esprit, c'est d'accueillir nos jeunes dans notre établissement. Et notre établissement, en fait, et leur établissement, on est là pour eux, on est là pour qu'ils s'éclatent. On est là pour qu'ils passent la meilleure vie possible entre copains. Et j'essaie de faire la continuité de mes parents à ce niveau-là. J'espère le mieux possible. Le but, c'est de redonner confiance à ces personnes handicapées par le travail, qu'ils aient une certaine indépendance et de leur montrer qu'ils sont capables aussi. Le projet, c'est de les intégrer dans le monde du travail comme n'importe quelle personne. Donc on a des ateliers et on les fait travailler pour que justement ils puissent s'intégrer. Mais en termes de confiance, je vous garantis qu'ils ont énormément de confiance. Combien de bénéficiaires compte l'association aujourd'hui? On en voit quelques-uns autour de vous. Hein. Alors, en fait, l'AMAPI est divisé en 2 parties. Vous avez le CAPS 1 avec 25 bénéficiaires, c'est plutôt un atelier de travail. Et après, vous avez le CAPS 2 où vous avez encore 25 bénéficiaires, et là, c'est plutôt de l'occupationnel. Et quels sont les métiers qu'ils exercent? Ils travaillent dans des jardins. Après, ils travaillent dans différentes entreprises comme Lancaster, qui leur donne du travail régulièrement. Nous avons aussi la SIAMP qui leur donne aussi du travail. On a Philippe Geluc qui a accepté que l'AMAPI s'occupe de l'entretien de toutes les statuettes des chats qu'il va installer à Monaco pendant le temps de son exposition. On voit, Jean-François, qu'ils font vraiment partie de la société Monaco. Hein. Ils sont réellement intégrés dans la vie de la principauté. Ah oui, complètement. Et en plus, ce qui est vraiment bien à Monaco, c'est que toute la population les accepte, ils sont bien accueillis, ils sont bienveillants avec nos jeunes, et ça, c'est vraiment très bien. Cette journée porte ouverte, comme celle que vous venez d'organiser, c'est l'occasion de pouvoir mettre leur travail en valeur aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. Ils sont très fiers de présenter tout leur travail qu'ils ont fait depuis quelques mois. En plus, tout l'argent qui va être récupéré, c'était une surprise, va être utilisé pour organiser une fête à la fin de l'année à la fermeture de l'AMAPI. L'AMAPI est une association créée par vos parents, on le disait en début de l'entretien, en 1966. De l'avoir perduré dans le temps comme cela conforte son utilité. Ça fait maintenant plus de 50 ans que je connais la plupart d'entre eux. Ils méritent qu'on s'occupe d'eux, il faut pas s'arrêter, c'est une belle association. Vous travaillez justement avec le gouvernement princier dans sa politique menée en faveur des personnes handicapées. Oui, tout à fait. Là, le gouvernement, et aussi, je vous dis, grâce au Palais, nous allons avoir aussi l'ouverture de plusieurs établissements dans quelques années pour agrandir l'accueil de l'AMAPI.
et pour pouvoir enfin accueillir nos résidents, comme on avait dit à l'époque, jusqu'à la fin de leur vie. C'est important. C'est important pour les familles, c'est important pour tout le monde qu'on puisse vraiment les protéger et les garder avec nous jusqu'à la fin de leur jour. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, Jean-François. Il faut penser au futur. Quels sont les futurs projets de l'AMAPI maintenant? Alors en futur projet, nous avons l'ouverture donc au Cap Fleury. Nous allons avoir une aile qui sera dédiée à l'AMAPI. Ça sera une aile médicalisée où on va pouvoir accueillir nos retraités qui seront un peu fatigués. Après, au niveau du CAPS 2, au niveau du Devins, on est en train de créer un foyer de vie qui est beaucoup plus grand, qui accueillera une vingtaine de personnes. On a aussi à Monaco le projet du IDA, où on aura 7 appartements simples et 2 chambres doubles pour accueillir aussi d'autres résidents qui n'auront pas la capacité, eux, de vivre tout seuls en autonomie dans un appartement, mais qui auront la capacité de pouvoir vivre avec un éducateur qui restera près d'eux. Voilà, parce qu'il faut préciser, il y a certains bénéficiaires qui vivent seuls. Ah oui, on a plusieurs appartements où on a nos bénéficiaires qui sont tout seuls. Ils sont tout seuls avec des copains. Ils se font à manger. On a un éducateur le soir qui passe pour vérifier si tout se passe bien, mais ils sont en complète autonomie. Parfait. Ben, merci beaucoup Jean-François Calme d'avoir été avec nous ce soir, avec vos copains, pour cet entretien. Mais c'est vrai. Et puis merci à vous de vous intéresser à l'AMAPI, à notre association. Parce que je vous le dis, franchement, ils le méritent et ce sont des super gars. Et vous le savez, c'est toujours avec plaisir. Voilà. Et on est chez nous. Merci. Et ils sont chez eux. Il a dit, ils sont chez eux. Merci à vous. Merci. On retrouve Yannick Debever pour un nouveau point sur l'actualité. La 75e édition du Festival de Cannes a été lancée mardi, Yannick. De nombreuses célébrités ont déjà foulé le tapis rouge, dont une de marque invitée par la société monégasque Shibuya Productions. À l'occasion de la projection du film événement Top Gun Maverick au Festival international du film, Shibuya Productions a eu l'honneur de monter les marches du Palais des Festivals de Cannes avec un invité de marque, l'astronaute français Thomas Pesquet. Une apparition remarquée qui pourrait annoncer de futures collaborations avec l'Agence européenne spatiale. En amont de la Journée internationale de la biodiversité, cette année, la direction de l'aménagement urbain se mobilise auprès du CHPG. Aujourd'hui, au centre hospitalier Princesse Grace, la direction de l'aménagement urbain a installé un stand d'animation pour mobiliser le personnel de l'établissement à la biodiversité. Entre 11 et 14 heures, les équipes du CHPG ont pu participer à un rallye de sensibilisation en marge de la Journée internationale de la biodiversité qui aura lieu ce dimanche 22 mai. Et pour rester dans les initiatives écologiques, la prochaine Fashion Week de Monaco se fera avec des vêtements d'occasion, Yannick. Exactement, à l'initiative de la Mission pour la transition énergétique et la Chambre monégasque de la mode, la mairie de Monaco met en place des collectes de vêtements entre le lundi 23 et le mercredi 25 mai. Le hall de la mairie, les locaux de la MTE et le marché de la Condamine mercredi seulement attendent donc vos chemises en coton, vêtements en jean, en soie et cachemire pur dans le but qu'ils soient réutilisés par les créateurs locaux. Dans un tout autre domaine, les commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier se poursuivent. Une conférence littéraire sur la chasse s'est tenue au lycée technique et hôtelier en début de semaine. La chasse était l'une des passions du prince Albert Ier. En cet honneur, l'écrivain Bruno de Cessol, récompensé par l'Académie française et directeur du magazine Jour de chasse, était invité par l'Alliance française de Monaco pour évoquer la chasse au XXIe siècle. Pour évoquer ce sujet qui attise les débats, la question principale était « La chasse est-elle aujourd'hui une survivance anachronique ou bien un art de vivre pérenne ?» Et enfin, une artiste présente depuis de nombreuses années en principauté a décidé de s'y installer définitivement. Simona B investit le palais de la Scala. Depuis 10 ans, l'artiste italienne aide les enfants à exprimer leur créativité à travers la peinture. Depuis 2017, Simona B réalisait des sessions photos pop-up en principauté et depuis ce mercredi 18 mai, la voici donc complètement installée à Monaco. Nous parlions tout à l'heure des initiatives menées à quelques jours de la Journée internationale de la biodiversité. Eh bien, prenons des nouvelles des récifs d'enrochement installés en 2019 par la direction de l'environnement au niveau de la digue du port de Fontvieille. Régulièrement, ils font l'objet d'un suivi scientifique. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi.
Au nombre de 5, ces récifs de type tide pool entraînent une meilleure accroche des espèces, des modules en béton bio-améliorants qui permettent d'augmenter la valeur écologique et la colonisation de ces infrastructures et qui nécessitent un suivi annuel de la part des biologistes afin de vérifier si ces récifs d'enrochement fonctionnent et surtout s'ils sont efficaces. Ces récifs, ils ont été installés dans le cadre d'une opération de restauration écologique. Leur but, c'est d'apporter de la matière nutritive avec un béton qui est amélioré, qui permet d'avoir plus de matière qui s'accroche du style algues. Et avec ce milieu plus nutritif, on va avoir des espèces qui vont venir coloniser, qui vont venir se nourrir, du style des petits crustacés, des petites moules qui vont s'accrocher, et après des petits poissons qui vont venir aussi profiter de ce milieu. On essaie de reproduire un milieu naturel. Et ici, ce qu'on essaye de reproduire, c'est des roches creuses qu'on retrouve plutôt sur les côtes atlantiques, où l'eau va rester, elle va un petit peu stagner, elle va rentrer par le dessous grâce à un tuyau qui est installé dans le récif. Et on va avoir un milieu plus salé, plus nutritif, qui va permettre un développement. Donc le but, c'est de garder le plus naturel possible et de laisser la nature faire son travail. Un panneau de sensibilisation a également été installé sur le muret Jean-Charles Ray afin de les situer et d'expliquer l'intérêt de ces récifs d'enrochement aux passants, souvent intrigués par ces structures si particulières. Et bien maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre l'utilité de ces récifs d'enrochement. Nous les suivons régulièrement au cours de leur scolarité atypique. Les jeunes élèves de l'Académie Princesse Grace passaient ce jeudi matin leur examen de fin d'année devant un jury de professionnels. Alexandra Pani et Alexa Vial y ont assisté en coulisses. Moment de stress pour les élèves de l'Académie Princesse Grace. Le mois de mai est synonyme pour eux d'examen de fin d'année. Ces examens servent à évaluer les progressions des élèves au fur et à mesure des mois puis des années passées au sein de l'école. À un peu plus d'un mois du gala de fin d'année, ce passage sur scène permet également à leur directeur artistique de voir les jeunes danseurs en situation de représentation devant un public et un jury composé de professionnels. Non seulement ils se montrent un par un, à différence du gala où ils sont dans des chorégraphies plus ou moins de groupes, ici c'est chacun pour soi, avec des variations choisies par les professeurs classiques contemporains des chorégraphies et compositions. Alors le stress il est un peu plus d'un niveau plus haut, qui est aussi bien pour nous comme chaque année, parce qu'on regarde un peu comme ils grandissent. Il y a ce moment un petit peu de tristesse parce qu'on a les diplômés qui s'en vont, qui est une fierté de l'école naturellement, mais c'est aussi un petit moment où voilà, on a donné des petites ailes à des élèves qui aujourd'hui font presque leur dernier salut à nous et après en juin au gala pour le public monégasque. 3 passages donc pour chacun des élèves dans des variations classiques, contemporains mais aussi leur propre chorégraphie où ils doivent défendre leur univers devant un jury. Les élèves qui seront diplômés cette année ont déjà tous signé leur contrat pour l'an prochain et ces examens ont donc une saveur particulière. Je pense qu'il y a un peu moins de stress qu'avant, mais quand même. Je pense que c'est plutôt de l'adrénaline maintenant, de monter sur scène, de montrer tous nos progrès, tout ce qu'on a appris pendant toutes ces années. Et c'est vrai que maintenant, c'est un examen très spécial cette année. J'ai toujours été attirée par la compagnie en Suède, le Royal Swedish Ballet. Et donc cette année, on s'est préparé pour faire des auditions, on a fait des vidéos, des photos et on a tout envoyé. Et donc j'ai été prise là-bas. Je pars en août, je commence le 1er août là-bas. 100% de réussite depuis ces dernières années, signe de la renommée grandissante de l'Académie Princesse Grace. Prochain grand rendez-vous pour les jeunes danseurs, le gala de fin d'année qui se déroulera les 24 et 25 juin sur la scène de l'Opéra Garnier. Et sachez que vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour assister à leur gala de fin d'année. Un dernier coup d'œil sur les prévisions météo avant de refermer ce journal. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Yannick ? Il fera encore très beau ce vendredi avec un soleil qui ne quittera pas le ciel monégasque. Côté température, il fera jusqu'à 24 degrés dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 20h54. Ce vendredi 20 mai, Saint-Bernardin est à l'honneur sur notre calendrier. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte comme à l'accoutumée en images avec les photos de Manuel Vitali qui vous emmène suivre les examens de fin d'année de l'Académie Princesse Grace. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.
Ciao.